Tous, merci de vous connecter à l'heure comme d'habitude. C'est un vrai plaisir de vous retrouver toutes les semaines pour une rencontre avec nos experts. Je suis Romain Poirot, pour ceux qui ne me connaissent pas, directeur commercial associé de French Morning Media Group. On est le média pour les Français de l'étranger, essentiellement aux États-Unis, Canada sous la marque Maudit Français et en Angleterre aussi sous la marque French Morning. Aujourd'hui, on va parler patrimoine et surtout de la nue propriété avec deux experts de Catella Patrimoine qui sont basés à Paris. On a Nadir Benabed, associé et directeur. Nadir a plus de 18 ans d'expérience dans le secteur immobilier français, dont 11 ans sur le schéma de démembrement de propriété et l'investissement en nue propriété. Il est spécialisé dans le montage et la conception des produits d'investissement en nue propriété. Baptiste Aurine, directeur commercial, il est spécialisé dans la distribution de l'investissement en nue propriété et l'accompagnement des clients dans leur financement. Baptiste entretient de fortes relations avec les gestionnaires de patrimoine français et partout dans le monde. Vous êtes un peu plus d'une centaine à avoir pris vos billets aujourd'hui. Donc, c'est toujours le même format. On fait une petite présentation pour poser les choses d'environ 40 minutes et on prend toutes vos questions. On aimerait entendre votre voix. Je sais que les gens sont souvent timides, mais n'hésitez pas à lever la main. Raise hand pour ceux qui ont leur Zoom en anglais et on pourra vous entendre en audio. Vous en faites pas, la webcam ne s'active pas du tout et donc on a juste votre voix. Et puis je cacherai en plus votre nom de famille, comme ça vous êtes tranquille. On aura juste votre prénom. Voilà. Et pour les plus timides, vous en faites pas. Le Q&A en français est toujours disponible en bas de votre écran. Et pour les gens qui nous suivent depuis Facebook, vous pouvez écrire en commentaire et on répondra à toutes vos questions à la fin de la présentation. Je vais tout de suite laisser Nadir présenter le programme et je vous retrouve tout à l'heure pour le question-réponse. Merci. Merci beaucoup, Romain. Merci pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous et merci de vous être inscrits aussi nombreux à ce webinaire. Donc, c'est un webinaire qu'on réalise pour la deuxième fois avec le French Morning et évidemment, comme le titre l'indique, qui va tourner autour de la nue propriété et bien sûr, on se pose la question, est-ce l'investissement idéal? Alors, pourquoi on se pose cette question? Parce qu'effectivement, on est sur un investissement aujourd'hui qui a plutôt le vent en poupe. On en parle beaucoup, mais finalement, on ne sait pas où est l'offre, on ne sait pas ce que c'est que cet investissement sur un plan technique, fiscal, juridique. Et aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de vous faire en une heure, en tout cas, une présentation un peu complète qui retrace tous les aspects de cet investissement. Si vous êtes d'accord, on va faire cette présentation, on va la diviser en 4 parties. La première partie, on va vous présenter rapidement qui on est, qui est Catella. Une deuxième partie, je vais vous parler du marché immobilier français. Donc, je sais que vous êtes tous dans des contrées lointaines et l'idée, c'était de vous faire un petit focus aujourd'hui sur le marché immobilier résidentiel français. Et ensuite, avec Baptiste Aurine, qui s'occupe de la commercialisation des produits en nue propriété que l'on réalise. On va vous expliquer les différentes, les informations importantes et on va vous présenter cet investissement et comment on le construit et ses avantages pour un investisseur et personnes physiques, mais aussi même pour des sociétés et encore plus pour des personnes qui se trouvent résidents hors France. Et à la fin, on va vous présenter rapidement également l'offre que l'on a actuellement avec une offre en plus qu'on lance très prochainement à Patrimonia. Le salon de Patrimonia aura lieu à Lyon le 30 septembre et le 1er octobre. Et à la fin, bien sûr, la série de questions-réponses. Donc, on va essayer d'être quand même assez rapide puisqu'on a 1 heure devant nous. Alors, hop. Alors, qui est Catella? Catella est un groupe international, alors essentiellement pan-européen. On est présent dans 15 pays européens. Il y a au global 600 collaborateurs. On est très présent en France et surtout dans les pays nordiques. C'est un groupe qui est originaire de Suède, puisque la holding est cotée au Nasdaq de Stockholm. Pour la petite histoire, c'est un groupe qui a été fondé à la fin des années 90 par le fondateur d'IKEA, qui avait créé ce groupe d'investissement immobilier et d'asset management. Donc, nous sommes présents dans plusieurs pays européens et dans chaque pays, on a des activités assez différentes. Donc, en France,
on va avoir 5 activités. Catella résidentiel, donc pour tout ce qui touche au résidentiel, le logement principalement. Sur le résidentiel, on fait du lot par lot, du bloc et aussi de la nue propriété. Catella Property, où on intervient sur tout ce qui est bureau, tertiaire, commerce. Catella Valuation, qui est une entité qui s'occupe de faire de l'expertise, expertise immobilière. On travaille avec des banques, des sociétés cotées et un certain nombre de privés également. Catella Logistique Europe, qui est une filiale qui réalise des plateformes logistiques. Alors en France, en Espagne, on a des projets en France, en Espagne, en Allemagne. Et le dernier, qui est Catella Hospitality Europe, qui, comme son nom l'indique, réalise des opérations d'hôtellerie et aussi de gestion hôtelière. Donc voilà, on est présent en France, en tout cas, sur cette thématique-là, ces 5 thématiques-là. Alors, on va commencer sur le marché immobilier français. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Le premier point, c'est que vous avez devant vous la courbe, si vous voulez, des transactions immobilières effectuées dans l'ancien. Donc, c'est une source Chambre des notaires et DGFiP sur le nombre de transactions qui ont eu lieu en France sur un an. Comme on le voit, malgré le Covid, et on voit bien le pic, donc cette baisse qu'on a eue en 2020 sur le nombre de transactions, qui est reparti à la hausse, on atteint aujourd'hui, en mai 2021, un nouveau record de transactions avec 1 130 000 transactions dans l'ancien. Vente sur un an, ce qui est quand même assez remarquable et ça retrace bien, on va dire aujourd'hui, l'appétence des Français et des investisseurs, alors français ou même étrangers aujourd'hui, qui reviennent sur ce marché du résidentiel français, une forte appétence, en tout cas une forte demande sur l'ancien. Alors, sur les prix, aujourd'hui, on a une tendance à la hausse, assez forte d'ailleurs. Sur le premier trimestre 2021, on a eu une variation globale des prix de plus 5,8%, qui se répartit à 4,6% sur l'Île-de-France et 6,4% en région. Alors, ces pourcentages sont très importants parce que vous le verrez par la suite sur la nue propriété, on parle de performance mécanique, on parle de performance également économique et on prend des hypothèses d'inflation ou de revalorisation immobilière, vous le verrez, assez prudentes au regard de ce qu'on voit aujourd'hui au niveau de l'évolution des prix du marché. Sur l'évolution des prix, on est sur des références aujourd'hui selon le baromètre LPI se loger à août 2021. Sur Paris, on vient de franchir un nouveau record d'évolution des prix à 6,7%. Paris intramuros, avec un taux jamais atteint dans le 4e arrondissement à 16,1% sur un an, et des arrondissements comme le 10e arrondissement, par exemple, où on est à 14,6%, ou le 15e arrondissement à 7,9%. Le prix moyen aujourd'hui se situe à environ 11 450 € du mètre et avec un record à nouveau battu dans le 6e arrondissement avec un prix moyen des transactions à plus de 15 000 € du mètre. Donc, sur le neuf, ça c'était l'ancien. Sur le neuf, on va dire que la tendance, elle est à peu près la même. Sur le graphique que vous voyez là, le petit graphique léger bleu montre, si vous voulez, la reprise des ventes qui est en pleine croissance à la fin de l'année 2020 et 2021. Et la ligne épaisse bleue, qui est en décroissance depuis maintenant quasiment 3 ans, représente le stock de logement. Alors, très clairement, aujourd'hui, on a des ventes qui repartent à la hausse dans le neuf depuis l'année dernière. En revanche, on a une très, très forte baisse et qui s'accentue, et ça n'a pas démarré avec le Covid, ça a démarré dès 2018, on a une très forte baisse des autorisations administratives qui permettent en France de produire du logement. Donc, très, très clairement, il y a une décorrélation de plus en plus forte entre l'offre et la demande, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à créer suffisamment de logements en France, et d'où cette décroissance assez forte, finalement, du stock de logements neufs qu'on a aujourd'hui sur le marché. Le moins 15,1%, c'est aussi une baisse assez record, puisque ne cesse d'augmenter sur les derniers trimestres de l'année 2021. Alors, ça a été causé à la fois par le Covid en ce qui concerne le confinement qui a eu lieu l'année dernière, mais aussi par les élections municipales qui ont lieu l'année dernière et où il y a eu un vrai sujet lié à la construction dans un certain nombre de mairies
et beaucoup effectivement de riverains qui ont souhaité essayer de bloquer les projets, etc. Donc, on a cet effondrement de stock et mécaniquement pousse à une augmentation des prix. Aujourd'hui, sur l'ensemble de la France, on est à une augmentation des prix de 4,5% sur le marché du neuf. Alors, qu'en est-il du marché bloc? Là, effectivement, on a un retour assez massif des investisseurs institutionnels français et étrangers sur le résidentiel. Ils avaient quitté le marché il y a 2-3 ans. Ils étaient absents de ce marché parce qu'ils étaient sur le bureau e-commerce. Aujourd'hui, on les voit revenir en masse, et notamment avec des ventes en bloc record en 2020 à 5,2 milliards d'euros, ce qui représente une croissance de 30%. Là, pour le coup, on quitte un petit peu, en complément, les investisseurs particuliers et on est vraiment sur le marché des ventes en bloc, donc on va dire des professionnels de l'immobilier, voire des fonds d'investissement et des investisseurs institutionnels. C'est effectivement, Nadir a raison de l'indiquer parce que ça montre vraiment des fortes tendances et on change de dimension, si je peux dire. Mais c'est intéressant de l'observer. Donc, vente en bloc, c'est vraiment la vente d'un immeuble, à contrario de la vente lot par lot, comme on l'appelle, donc d'appartements. Là, on est toujours sur le marché résidentiel, mais sur l'immeuble intégralement. Et ces ventes, c'est peut-être pas intuitif effectivement, pour tous, le bloc, la notion de bloc. Et ces ventes interviennent tant dans le neuf que dans l'ancien. Et ce qui crée du coup, pareil, un phénomène de rareté de l'offre pour l'investisseur ou pour les primo-accédants ou les accédants à la propriété particuliers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des mastodontes qui arrivent et qui prennent effectivement, comme le disait Baptiste, des immeubles entiers, voire même plusieurs programmes, plusieurs immeubles entiers et des portefeuilles à plusieurs millions d'euros. Donc ça contribue aussi à l'assèchement de l'offre résidentielle en France. Il y a un cercle, effectivement, c'est assez juste. Cette forte tendance d'investissement pour des institutionnels traduit aussi pour eux le fait d'avoir très bien compris la pénurie, d'avoir très bien compris la rareté. Et du coup, s'ils ont une vision long-termiste des choses, de se dire il y a un fort besoin et il y a un problème d'offre et de demande, c'est très sécurisant de financièrement cristalliser des fonds, des capitaux sur un actif qui lui-même est rare. Effectivement, ça rend l'investissement encore plus sécuritaire et performant à long terme. Donc, c'est un symbole même, ce retour massif des investisseurs sur le résidentiel, un symbole même effectivement de l'intérêt d'aller sur ce sous-jacent par la sécurité que ça peut amener et la performance au global. Exactement. Aujourd'hui, les investisseurs très rassurant, reviennent massivement sur ce résidentiel parce qu'il y a cette résilience qu'on a pu vivre. En tout cas, on a bien vu que cet investissement était résilient, contrairement au commerce, contrairement au bureau, où on se pose pas mal de questions aujourd'hui. Alors, sur le financement, là, vous connaissez également un petit peu la tendance. On est très clairement sur des taux d'emprunt historiquement bas sur le marché français. On a un taux moyen de 1,20%. Donc, l'accession au crédit, en tout cas, est facilitée de ce fait. Donc, on a vraiment des conditions idéales aujourd'hui pour investir sur le marché immobilier français. C'est-à-dire des taux bas, une rareté de l'offre, et en plus, c'est structurel, cette rareté aujourd'hui de l'offre, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on construit moins, on a assez peu d'offres qualitatives. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, investir dans l'immobilier, c'est vraiment un élément très important dans une stratégie patrimoniale personnelle. Ça, oui, effectivement, vous l'avez à l'esprit, peu importe où vous vous situez. La France est un des rares pays où il y a structurellement cette offre de crédit immobilier résidentiel pour les particuliers à taux bas et à taux fixe. On l'évoque parce qu'on est sur un marché qui est quand même beaucoup très constant, qui ne constate pas une volatilité importante, contrairement à d'autres marchés internationaux que vous connaissez très bien. Voilà, des taux fixes, des taux structurellement bas. Et dans un pays comme la France, ou si on élargit même un scope européen, avec de l'inflation fortement annoncée dans les mois et années à venir. Donc, effectivement, un effet d'aubaine de pouvoir investir par l'effet de levier dans de bonnes conditions. Alors, Catella Patrimoine, assez rapidement, pour vous indiquer qu'on est un acteur de référence aujourd'hui sur le démembrement de propriété. Donc, on expliquera ce que c'est que le démembrement de propriété tout à l'heure et de l'investissement en propriété. On a un site internet qui est catellapatrimoine.fr sur lequel vous allez pouvoir retrouver quasiment l'ensemble des représentations qu'on va vous faire sur les slides. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter. Vous aurez aussi accès à l'offre que l'on a actuellement. Et donc, nous, on est un acteur qui intervient tant sur le neuf que sur l'ancien. Et on va dire qu'on a deux départements. La première, c'est la conception, le montage et le développement des opérations
en démembrement, donc que je chapeaute. Et donc, voilà, notre travail, c'est vraiment d'accompagner. On travaille pour compte de tiers, donc on va accompagner des promoteurs, on va accompagner des marchands de biens, on va accompagner des foncières, des propriétaires d'actifs immobiliers pour mettre en place toute cette ingénierie et tout ce montage qui permet la création de cet investissement en nue propriété. Et ensuite, on a le côté distribution qui est représenté, qui est dirigé par Baptiste aujourd'hui et qui, effectivement, s'occupe d'un certain nombre de partenariats avec des professionnels du patrimoine, les banques, les assurances, mais aussi directement avec les particuliers investisseurs. Alors, Catella Patrimoine en quelques chiffres, c'est un département ou une marque qu'on a créé au sein de Catella Résidentiel en octobre 2018. Aujourd'hui, on a réalisé 17 opérations. En tout cas, on a lancé commercialement 17 opérations. Ça représente 145 millions d'euros de volume d'affaires au global embarqué, 290 lots commercialisés, lancés en commercialisation, dans 172 logements situés dans Paris Intramuros. Et ça, c'est très important. On est vraiment très présent dans Paris, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui l'acteur de référence qui a le plus d'offres, en tout cas plus d'offres qualitatives à Paris Intramuros. Mais on a aussi une offre très qualitative en région. Et aujourd'hui, de par la marque de fabrique de Catella, on se positionne plutôt sur, on va dire, vraiment des zones très prime sur l'investissement et des projets qualitatifs. Et c'est vraiment ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire qu'on préfère faire moins d'opérations, moins de volume, mais de la qualité. Alors, le démembrement, Kezako, et je laisse la parole à Baptiste qui va un petit peu vous expliquer ce que c'est que le démembrement. Merci Nadir. Bonjour à tous. Merci de votre attention. On va essayer d'être très concis parce que ça fait beaucoup d'informations et pour certains, peut-être que c'est totalement nouveau. Néanmoins, en étant concis, on peut quand même être assez précis et répondre vraiment aux points clés pour que vous puissiez bien environner le sujet et en avoir une idée précise. Nadir a beaucoup parlé effectivement de cette notion de sous-jacent. C'est ce qui est très important parce qu'on va parler d'un investissement qui va se vouloir être financier pour vous. Néanmoins, vous achetez bien un bien immobilier et vous êtes bien le seul propriétaire. On parle de démembrement, Kezako pour le coup, alors ça peut faire sourire, mais réellement on peut concrètement se poser la question. Le démembrement, on n'a rien inventé. Nadir a beaucoup d'imagination, mais pour le coup, si vous voulez, depuis une vingtaine d'années que cet investissement existe sur l'immobilier résidentiel, c'est ni plus ni moins en fait que d'utiliser quelque chose qui a été créé dans le droit romain, hein, donc, qui a été repris plus récemment, il y a un peu plus de 200 ans, dans le code napoléonien, dans le code civil français, qui est aujourd'hui le fondement pour le coup de la structuration juridique de notre droit français et de pas mal de pays européens d'ailleurs, à l'opposé des pays de Commonwealth, pour certains qui sont effectivement dans des pays anglo-saxons. Dans le droit romain, dans le droit aujourd'hui français et européen, on a cette notion de démembrement qu'on retrouve souvent dans les familles, soit suite à des successions, soit suite à de l'anticipation successorale entre des parents, des enfants, ou alors des grands-parents et des générations suivantes. Donc vraiment, sur la gauche, là, effectivement, de la slide, on voit usufruitier, nu propriétaire. Nous, on vous parle de nu propriété depuis tout à l'heure. Pour qu'il y ait un nu propriété, puisqu'on a mis nu avant propriété, c'est qu'il y a eu la constitution d'un usufruit. L'usufruit, c'est ni plus ni moins que la possibilité de jouir de la chose. La chose, pour nous, là, c'est l'immobilier résidentiel. Jouir de la chose, ça veut dire soit détenir effectivement la possibilité d'habiter dans les lieux, soit de le mettre en location et de pouvoir en toucher les fruits. D'où cette notion d'usufruit. Le fructus, effectivement, pouvoir toucher. L'usus, l'habitation, le fructus, les fruits du bien. Donc, c'est vraiment ces deux droits qui vont cohabiter. Mais là, on parle de nue propriété. Le nu propriétaire, c'est bien le seul propriétaire. Simplement, pendant une durée déterminée, par exemple 8 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, il va y avoir un usufruitier sur l'actif et cet usufruitier, sur les opérations que Nadir met en place avec ses équipes, ça peut être différents types, on va y revenir ensuite, mais ça sera toujours ce qu'on va appeler, nous, un bailleur. Pourquoi un bailleur? Parce qu'il va acheter le droit d'usufruit pour une durée déterminée. On va retenir, dans nos exemples, une durée de 15 ans, parce que c'est la plus courante. Elle peut être plus courte, elle peut être plus longue, mais en moyenne 15 ans. Et il va acheter ce droit auprès des clients de Nadir, que Nadir évoquait tout à l'heure, un promoteur, un propriétaire d'immeuble, un marchand, enfin, peu importe, un propriétaire d'un actif immobilier. L'usufruitier bailleur va acheter ce droit et va mettre en exploitation l'actif. Mais au même moment, quand il achète ce droit, il va prendre des engagements. Pourquoi? Parce qu'il y a un plein propriétaire qui devient nu propriétaire, qui est le seul propriétaire de l'actif, et qui lui va demander à l'usufruitier de gérer l'actif pour son compte. C'est j'achète un actif, quelqu'un le gère à ma place et prend des engagements pour me le restituer selon certaines conditions.
Et c'est là qui est vraiment, il vaut mieux qu'on se le dise tout de suite, c'est là vraiment qui est toute la sécurité qui doit être attachée au schéma. Pourquoi certains professionnels, comme Catella Patrimoine, comme le savoir-faire de Nadir, Romain l'a très bien dit en introduction, il y a un savoir-faire qui est maîtrisé maintenant de près de 20 ans, c'est d'être capable de sécuriser le nu propriétaire en contraignant l'usufruitier et de l'apporter dès le début avec une certaine ingénierie juridique, fiscale et financière. Là, sur cette slide, vraiment, tout ce qui est indiqué en haut, c'est tout ce qu'on ne veut pas. Soyons clairs, pourquoi on est amené à se parler aujourd'hui pendant quelques dizaines de minutes, c'est que clairement, l'immobilier, c'est quand même très contraignant à gérer. Encore plus quand on est à l'étranger, quand on est non-résident, ça a, on va dire, deux sources d'inquiétude. La première, intuitivement, c'est de gérer un actif à distance. Alors, même quand on est sur le territoire, c'est déjà compliqué. Alors, encore plus quand on est à quelques milliers de kilomètres. Gérer toutes les galères que ça peut générer. Donc, le recouvrement des loyers. Effectivement, là, on indiquait perception des loyers. Est-ce que le locataire va bien payer sur une durée de 15 ans minimum, enfin moyenne, pardon, ça peut être compliqué. On peut avoir des périodes de non-recouvrement, donc ce qu'on va appeler pour le coup de l'impayé. Pareil, après, c'est gérer l'entretien des biens, donc les petits travaux au quotidien, la sortie d'un locataire, va refaire les petits travaux qui vont bien. Et puis surtout, c'est l'entretien structurel d'un actif. Donc, pour le coup, dans un immeuble, dans une copropriété, subir les ravalements de façade, les réfections de parties communes en général. Enfin bref, vous m'avez compris tout ce qui est complètement anxiogène dans la détention d'un actif à long terme. À cela, la conséquence, quand on détient un actif en pleine propriété, ça va être la fiscalité. Pour le coup, tout l'intérêt d'acheter que la nue propriété et de conférer pendant une durée déterminée l'usufruit à un usufruitier, ça va être de lui conférer toute cette gestion et du coup, tous ses impôts, toutes les taxes, la taxe foncière, la taxe d'habitation, les gros travaux, les petits travaux, tout est géré. Vraiment, j'insiste là-dessus, c'est un point très important. C'est vraiment là ce qu'il faut observer sur une opération, c'est que tout soit bien juridiquement géré pour que ce soit l'usufruitier qui gère tout ce qui va tourner autour de la gestion de l'actif pendant toute la durée du démembrement. Effectivement, détenir ce bien en nue propriété, si vous voulez, c'est du coup s'exonérer de toutes ces complications qu'a indiqué Baptiste, qui sont liées finalement à la gestion d'un bien locatif. Donc, tout ça est pris en charge par le bailleur usufruitier. Donc, il va percevoir les loyers à la place finalement du propriétaire. Et l'investisseur nu propriétaire, lui, finalement, il n'aura pas ses loyers. Alors, vous allez me dire quel est l'intérêt. L'intérêt principal, c'est justement d'avoir un fort abattement sur la détention de ce bien. Donc, effectivement, on va faire, c'est ça le principe de la nue propriété, c'est j'achète un bien immobilier avec un fort abattement. Donc là, on a pris un exemple sur 15 ans où on a un bien immobilier qui est valorisé en pleine propriété à 337 000 €. Eh ben, on va lui appliquer un abattement de 37%. Alors, cet abattement, on va le calculer. Vous allez me dire comment on le calcule. Cet abattement, tout simplement, va refléter le cash flow net des loyers qu'on aurait dû percevoir si on avait été plein de propriétaires. Donc, on va calculer ce cash flow en fonction des loyers de marché, sur lequel, alors cash flow net, c'est-à-dire qu'on va appliquer un taux de charge et on va venir défalquer le montant de ce cash flow. Donc là, dans notre exemple, il fait 126 000 €. On va venir le déduire de la valeur pleine propriété et c'est comme ça qu'on va calculer la valeur de ma nue propriété. Donc, quelque part, acheter une nue propriété, c'est comme si on achetait un bien et qu'on touche 15 années de loyer payé d'avance net d'impôts. Oui, c'est important que Nadir prenne le soin de le préciser parce qu'on s'est souvent un peu éparpillé autour de cet investissement. On va souvent très vite à la fiscalité. Mais justement, le point de départ, c'est pourquoi il n'y a pas de fiscalité? Parce qu'il n'y a pas de revenus. Et le fait de ne pas avoir les revenus sur le bien, il est là véritablement l'intérêt et le luxe de cet investissement. Et c'est le thème, hein, on parlait d'investissement immobilier idéal. Oui, c'est l'idéal. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la gestion, mais du coup, j'achète moins cher. Et ce que je n'achète pas, c'est les revenus que j'aurais perçus. Mais le fait qu'il n'y ait pas de transfert de patrimoine, le fait qu'il n'y ait pas de revenus au fil de l'eau, c'est ce qui n'amène aucune incertitude déjà sur le recouvrement des loyers, puisque là, on vous les remet sous forme de réduction de prix dès le départ, et qu'en plus, il n'y a pas de fiscalité attachée à cela. Mais c'est vraiment le point d'entrée, c'est de se dire j'achète moins cher parce que je n'ai pas tous ces enquiquinnements liés à la détention, et en plus, ça a même une sécurité financière sur l'investissement. Donc, c'est vraiment d'expérience, on le constate, la quasi-totalité des investisseurs déclarent pourquoi j'ai fait de la nue propriété, parce que j'achète avec cet abattement, et cet abattement, c'est ma tranquillité. Vraiment. Après, il y a des leviers, on peut y revenir, mais vraiment, c'est cette tranquillité. Et cette tranquillité, elle permet quoi? Elle permet de capitaliser.
On parle d'immobilier, on parle d'immobilier résidentiel et je l'ai évoqué au tout début de la prise de parole, c'est qu'on parle d'un investissement, si vous voulez, très sécuritaire, mais qui a une dimension très financière. Pourquoi financière? Parce que c'est un effet d'aubaine que d'acheter moins cher pour capitaliser. Aujourd'hui, Nadir a évoqué tout à l'heure des zones très prime. On ne va pas faire de la nue propriété pour gagner 25 ou 30% tous les ans de taux de rendement sur l'investissement. Non, on n'est pas sur des investissements complètement volatiles et avec des taux de rentabilité records. Néanmoins, on a un investissement qui est à la fois très sécurisé, mais performant. Pourquoi performant? Parce que à marché immobilier constant, je vais prendre de la valeur. Donc, ce qui est intéressant intuitivement, c'est de se dire quel est le plus pertinent pour moi? Est-ce que c'est d'acheter un appartement en pleine propriété ou d'acheter le même appartement? C'est ça qui est intéressant, Nadir parlait de zone prime et d'intervenir sur des C'est à immeubles. budget égal, en fait. C'est à C'est-à-dire budget aujourd'hui, égal. j'ai un budget d'investissement. Par exemple, là, on a pris l'exemple d'avoir un budget à 211 000 euros. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux que mes 211 000 euros, je les investisse en nue propriété ou sur le marché locatif pleine propriété classique? Bah oui, exactement. Et intuitivement, vous l'aurez compris, avec la même somme, on n'achète pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'avec la même somme, je vais acheter un bien qui aura subi un abattement sur le prix puisque je ne suis que nu propriétaire. Dans l'exemple qui s'affiche sur la slide, d'un côté gauche, on a, on va dire, un investissement classique. J'achète, je suis plein propriétaire. J'achète un studio, en l'occurrence, en région parisienne, 28 mètres carrés. Je vais le mettre en location, percevoir des revenus, payer des frais d'acte. Et à terme, je vais pouvoir mettre en exploitation et donc du coup mesurer le montant de mes loyers. À l'inverse, le même jour, je peux décider d'affecter la même somme, mais pour un autre bien en nue propriété. Du coup, je vais juste aller chez le notaire, m'acquitter des frais d'acte, sensiblement les mêmes, mais il y a quand même un petit effet de levier qui permet de réduire les droits. Et du coup, je vais acheter un 2 pièces, puisque j'achète avec un abattement avec la même somme, un bien qui a une valeur supérieure, mécaniquement. En revanche, quand on projette valeur en pleine propriété, dès le départ, on a un actif qui a une valeur supérieure. Et c'est là où on va aller vite là-dessus, mais vous l'avez compris, on va juste mettre en perspective, tu préfères. Tu préfères un investissement en pleine propriété qui te génère des revenus, mais qui eux-mêmes vont subir une certaine fiscalité, ou alors tu préfères un investissement sur un bien plus grand que tu vas acheter moins cher, qui va te générer une capitalisation, donc pas de flux. Effectivement, je n'ai pas de revenus au quotidien, mais je capitalise. En revanche, à terme, puisqu'on parle quand même d'un investissement qui a une dimension protection et long-termiste, à terme, j'ai un actif plus grand qui, du coup, peut me générer plus de revenus et donc m'apporter une valeur locative supérieure et donc un rendement sur l'investissement supérieur. Et là, on le projette en faisant un bilan de l'investissement, c'est à terme. Alors, je le précise maintenant avant d'oublier, on ne sait jamais, il n'y a aucune obligation de détention. C'est-à-dire que vous achetez, le lendemain, vous pouvez revendre votre nue propriété. Fait une règle de 3 sur le nombre d'années restants, mais on peut complètement revendre sa nue propriété. On est plein propriétaire, donc on est nue propriétaire, pardon, on peut complètement arbitrer son actif sans avoir aucune autorisation ou il n'y a aucune carotte fiscale. Donc, on peut revendre à tout moment sans récupération. Je préfère juste faire cet aparté pour ne pas oublier. Mais donc là, si on projette le bilan de l'investissement, on n'est pas obligé de détailler ligne par ligne, mais il y a une case à droite qui doit attirer l'œil tout de suite, c'est pas de loyer, pas de charge. Effectivement, on compare ça par rapport au fait de percevoir des revenus, du coup d'assumer des charges et de l'impôt sur les loyers qui sont perçus. À l'inverse, on capitalise et on se rend compte que le résultat d'investissement sur 15 ans est bien plus rentable. Alors là, on a pris un exemple. On pourrait en prendre un exemple complètement opposé avec un actif très prime, par exemple très Paris Intra, avec des taux de rendement très faibles. Ça serait encore plus important. Donc, ce n'est pas un exemple qui nous arrange, si je puis dire, dans une zone très rentable. On peut le faire dans des zones à fort potentiel de rentabilité locative, comme dans des zones à fort potentiel de capitalisation qui sont, on va dire, plus prime et moins exposées sur des marchés d'investisseurs purs. Les deux résultats sont les mêmes. Aujourd'hui, la fiscalité est tellement lourde, les charges sont tellement importantes qu'il vaut mieux prendre le parti de capitaliser plutôt que de percevoir des revenus et d'en assurer la gestion. Du coup, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le fait de bénéficier de cet abattement, donc voilà, à budget égal, finalement, on va acheter un bien qui va être plus grand. Donc, à partir du moment où le bien est plus grand, à terme, j'ai forcément un capital qui est plus important et des revenus futurs, parce qu'on peut investir en nue propriété pour essayer de se constituer un capital retraite qui va générer des revenus. Les revenus vont être plus importants que si on avait acheté, là, dans notre exemple, le studio, par exemple. Donc, effectivement, si on prend un raisonnement purement financier, on a un meilleur taux de rendement, de rentabilité interne de notre investissement. Performance et sécurité. Alors, on l'a un petit peu dit en filigrane, mais c'est bien de s'arrêter là-dessus. Là, ça vous permet de visualiser un peu plus concrètement et avec on va dire un spectre un peu financier, de se dire comment s'opère la capitalisation. Elle s'opère de manière linéaire, évidemment.
puisque pour le coup, on achète la nue propriété, on ne s'occupe plus de rien, on n'entend plus parler du bien, on ne paye aucune taxe foncière, on ne paye aucune charge de copropriété, enfin, il n'y a vraiment aucune charge aléatoire qui pourrait être mise à la contribution du nu propriétaire. Et à marché immobilier constant, donc là, on imagine que dans 15 ans, l'immobilier soit à la même valeur au jour de l'acquisition de la nue propriété, et on se rend compte qu'il y a une performance qu'on appelle mécanique, puisqu'elle est rendue mécanique du fait, si vous voulez, de la durée de détention. C'est juste le recouvrement de ma pleine propriété. Donc, j'achète avec un abattement, en l'occurrence, dans notre exemple, 37%. 15 ans plus tard, j'ai acheté avec une décote de 37%, ce qui m'amène une prise de valeur de mon investissement de 56%. Donc ça, c'est dans l'hypothèse où le marché immobilier n'a pas évolué. Il est resté, ou alors s'il a évolué, il a subi des hausses et des baisses, et 15 ans plus tard, il est à la même valeur. Nadir, tout à l'heure, a pris le soin quand même de vous faire un petit focus sur l'état du marché immobilier aujourd'hui. Et on sait qu'en France, le marché immobilier augmente de manière constante. On est vraiment sur un actif qui prend de la valeur de manière régulière, constante et mesurée. Dans nos simulations, on retient un exemple, en l'occurrence, d'une croissance de 1,5% par an sur 15 ans. C'est très prudent. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, dès qu'on est sur des zones prime, sans parler que de Paris, c'est l'arc atlantique, les grosses métropoles françaises, on ne va pas les lister, mais on pourra en retenir 10 ou 12 facilement. On est sur une évolution structurelle, pour les raisons que Nadir a tutoyées, c'est le besoin de logement, le besoin encore plus accru de se loger, et en plus, maintenant, de surcroît, le retour massif des investisseurs institutionnels qui arrivent avec beaucoup de cash pour le coup et qui investissent massivement sur l'immobilier devenu rare, l'immobilier résidentiel. Si on retient ne serait-ce qu'une hypothèse de revalorisation annuelle que de 1,5% par an, on peut constater effectivement cette revalorisation de marché qui s'ajoute à ma performance mécanique. Donc, c'est là vraiment où on tutoie aussi la performance de l'investissement. C'est que si on choisit bien sa zone, où on a des convictions et qu'on peut vraiment ressentir que c'est pertinent d'investir à tel endroit sur tel type d'actif, pour le coup, on peut aussi espérer d'avoir un investissement qui soit, en plus de la sécurité, très performant. Alors, effectivement, l'abattement qu'on perçoit, alors on le perçoit en déduction, on va dire, en réduction de prix. Cet abattement-là, c'est ce qui constitue ce que nous, on appelle la performance mécanique. Dans l'exemple de tout à l'heure, on a gardé les mêmes chiffres. C'est le 126 000 euros au fait, de cash flow qu'on avait calculé au départ, finalement, qu'on va récupérer à marché immobilier constant. Évidemment, cette valeur pleine propriété de départ, qui était 337 000 euros, là, dans notre exemple, avec une revalorisation, une croissance de 1,5 par an, on arrive à 421 000 euros de valeur pleine propriété au bout de 15 ans. Et là, on voit bien qu'on fait une surperformance, qui est la revalorisation de marché, donc une performance économique additionnelle. Dans notre exemple, elle fait 40%, qui vient s'ajouter à la performance mécanique de 56%. Donc, on est quasiment à plus 100%. On est quasiment à un x2 de l'investissement qu'on a fait au départ. Alors, là-dessus, il faut savoir que sur l'expérience, alors encore une fois, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Il faut savoir que depuis que cet investissement-là existe, les performances constatées sur les opérations qui ont pu être montées il y a 15 ans, 17 ans, 18 ans, c'est plutôt du x3, voire même parfois, dans certains secteurs, du x4 sur l'investissement. Alors évidemment, la croissance économique a été très, très forte sur, évidemment, les 15 dernières années. Mais bon, on l'a vu tout à l'heure sur le marché immobilier, les prix ne sont pas prêts pour l'instant de s'adoucir, tout simplement à cause de ce qu'on a indiqué tout à l'heure, ce déséquilibre chronique et ancré, on va dire, dans la société française entre l'offre et le fort besoin en fait, de se loger en France dans les zones, finalement, les zones prime. Alors, les zones prime, tout simplement pour les définir, c'est les zones où il y a le triptyque emploi, transport, logement. Donc, s'il y a de l'emploi et les transports, forcément, l'immobilier qui va tourner autour, c'est de l'immobilier qui va prendre de la valeur. C'est de l'immobilier où les gens vont forcément avoir besoin d'y accéder. Et c'est là toute la complexité au fait, de l'équation en France, c'est qu'à chaque fois qu'on concentre le transport et l'emploi au même endroit, on crée une inflation mécanique et automatique de l'immobilier tout autour. Donc, ce qui est le cas des grandes métropoles finalement. Alors, on a parlé de sécurité aussi, puisque là, on vous a fait le cas pour vous simuler justement le cas d'une baisse continue du marché, de la valeur du marché immobilier de 1,5%. Et alors on parle de sécurité, pourquoi? Parce que cet abattement finalement qu'on a au départ,
c'est une forme de bouclier, quoi, une sécurité. Puisque vous allez investir uniquement les 211 000 euros, c'est-à-dire la valeur de la nue propriété. Et quelque part, le fait d'être bien en dessous du marché, ça constitue une sorte de bouclier. Donc, nous, c'est une zone de protection sur l'investissement que l'on fait. Donc là, dans notre exemple, avec une baisse continuelle de 1,5 par an, on garde quand même à la fin un résultat positif de notre investissement. Donc, c'est là où ça devient intéressant, effectivement, au niveau des performances, en tout cas, financières de ce placement. On a parlé effectivement de l'aspect financier, de l'aspect fiscal. On peut aller plus en détail sur l'aspect fiscal. Alors, la slide vraiment reprend en substance ce qu'on a dit pour aller à la fiscalité. C'est vraiment avant tout cette opportunité en fait, d'acheter sans la contrainte. Donc, on transfère tous les risques à l'usufruitier. Ils ne disparaissent pas, c'est juste une autre personne, l'usufruitier, une personne qui a une dimension institutionnelle, qui va gérer l'actif. Donc, pas de gestion, pas de relation avec le locataire. Enfin, bref, tout ce qu'on a dit, là, on prend le soin de le relater parce que, si vous voulez, c'est vraiment le cœur de l'investissement et ce qui amène, on va dire, l'intérêt massif des investisseurs sur la nue propriété. Maintenant, sur la partie purement fiscale, là, on vient d'évoquer les prises de valeur. Avant d'y aller, parce que c'est une question qui a dû vous apparaître quand on a vu la croissance mécanique puis la croissance économique, c'est l'impôt de plus-value. Sur cette slide, là, on relate tout simplement ce qu'on ne paye pas. Effectivement, on ne paye pas d'IFI. On est nu propriétaire. L'administration fiscale, et c'est une constante, ne va pas demander à un nu propriétaire de payer un impôt sur la fortune immobilière sur un actif qui ne génère pas de revenus pour s'en acquitter. Donc ça, c'est quelque chose de structurel et à notre connaissance, c'est pas près d'être mis en cause. C'est vraiment, pour le coup, lié à la détention et au schéma en tant que tel. Alors, on a certaines opérations qui peuvent sortir du champ, on va dire, de cette exonération IFI. Ça peut arriver selon le montage que l'on fait, mais dans, on va dire, 80% des opérations qui sont montées, on a effectivement cette exonération IFI. Tout simplement, c'est une neutralité en fait, de la nue propriété à l'IFI qui est prévue par les textes. Et là, ce qui est important aussi de savoir sur la nue propriété, c'est qu'on n'est vraiment pas dans une loi fiscale, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une loi type Pinel, Sellier, c'est-à-dire une loi qui porte le nom de son ministre, hein, la nue propriété. Il n'y a pas un monsieur et madame nue propriété qui a sorti une loi sur cet investissement. On est vraiment dans le droit commun. Et donc, le droit commun, en tout cas sur la fiscalité de l'IFI, la nue propriété y est exonérée en base. Maintenant, il se peut que certains montages qui soient réalisés puissent ne pas sortir le montant de la nue propriété de l'IFI, mais généralement, ce sera sur des tickets d'investissement assez faibles. Mais on va quand même avoir cet intérêt d'investir en nue propriété pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va sur la nue propriété, pas nécessairement pour des raisons purement fiscales. Alors, l'impôt foncier, c'est tout ce qu'on peut imaginer sur un bien, on n'en a pas. Il n'y a pas d'impôt foncier parce qu'il n'y a pas de revenus. Donc, pas d'impôt foncier. La taxe foncière, elle est affectée à l'usufruitier, c'est lui qui la paye. Pas de revenus, donc pas de revenus fonciers, pas non plus. Alors oui, vous savez, on est en France, hein, donc pas de CSG, pas de CRDS. Tout ce qui va être considéré comme les prélèvements sociaux. La taxe foncière, on l'a évoqué, elle est affectée aussi et c'est l'usufruitier qui la paye. Donc, on n'a vraiment aucune surprise et aucun petit impôt qui peut traîner. Après, il y a la fiscalité, on va dire, positive. C'est-à-dire, mon investissement peut me permettre certaines choses. Ce n'est pas effectivement, on l'a très bien dit, on n'a pas un ministre nu propriété qui a donné son nom à l'investissement. Donc, néanmoins, on a quand même des effets de levier qui sont en fait la conséquence, et non pas la cause de cet investissement, mais la conséquence. J'achète une nue propriété. Du fait que j'ai un bailleur institutionnel qui gère l'actif, ça peut me permettre, sous certaines conditions, et c'est là où on rentrera dans le détail le cas échéant, sous certaines conditions, ça peut me permettre de déduire les charges financières qui m'ont permis d'acheter l'actif par le crédit. Donc, je vais contracter un crédit pour acheter mon bien en nue propriété. Ces intérêts d'emprunt contractés vont pouvoir venir se mettre en face et neutraliser éventuellement de l'impôt foncier que vous pourriez avoir par ailleurs sur des investissements que vous auriez réalisés il y a quelques années ou que vous allez réaliser dans les années à venir, parce que c'est reportable sur 10 ans. Donc ça peut être un effet de levier qui est non négligeable, même si les taux de crédit sont faibles. C'est toujours agréable de se dire que l'investissement peut aussi venir apporter un aspect bénéfique sur une situation globale fiscale que vous pouvez avoir. Exactement. Ça veut dire que si vous avez par ailleurs des revenus dans votre fiscalité, des revenus fonciers, vous pouvez emprunter pour acheter de la nue propriété et ces intérêts d'emprunt vont venir en déduction des revenus fonciers que vous déclarez par ailleurs sur d'autres actifs. Frais de notaire réduits, alors ça, on rentrera en détail pareil le cas échéant, mais
schématiquement, c'est la base, en fait. C'est la base, ouais. Il y a une base de calcul. Vous savez, les frais d'acte, donc les frais de notaire, couramment appelés, se calculent sur une base de prix. Quand on achète un bien classiquement en pleine propriété, c'est sur la valeur de la transaction. Là, en revanche, il y a une notion de nue propriété et d'usufruit. L'administration fiscale est venue fixer un principe très simple et c'est constant, c'est qu'il y a une valorisation forfaitaire qui est faite de chacun des deux droits. Donc, à retenir, on paye les frais d'acte sur 54% de la valeur de l'actif en pleine propriété. On parlait d'abattement tout à l'heure. Alors, schématiquement, on a un bien qui vaut 100%. On va l'acheter à 70% de la valeur, par exemple. Les frais d'acte, on va les payer que sur 54% de la valeur. Ce n'est pas négligeable dès qu'on est sur des montants d'investissement assez élevés, 200, 300, 400 000 euros. Ça fait tout de suite des réductions de droits de plusieurs milliers d'euros. La plus-value, alors j'y reviens, je suis allé un petit peu tôt tout à l'heure dessus, effectivement. Plus-value taxable réduite à la sortie, c'est très important. On parle de performance. Il ne faudrait pas que la performance qu'on réalise, qu'on capitalise, parce que c'est une performance capitalistique, se trouve être finalement en retour de bâton si on cède l'actif. L'administration fiscale viendrait vous dire, bon, tu as acheté avec 30% d'abattement, tu revends, tu as fait une belle plus-value, hop, moi je viens taxer cette plus-value. Non, c'est important. La plus-value mécanique qu'on réalise, si on se souvient un petit peu des deux graphiques qu'on avait tout à l'heure, le premier, plus-value mécanique, l'immobilier restait à même valeur, je passe de ma nue propriété, ça sera peut-être mieux propriété à pleine propriété, je n'ai pas d'impôt à payer sur la plus-value réalisée. Et même si on a une plus-value de marché, elle reste très doucement taxée. Et enfin, un impôt de transmission réduit, on va y revenir juste après aussi. Fiscalement, effectivement, on parle d'un investissement qui est serein dans sa détention, qui peut amener de la performance. Il y a aussi beaucoup d'investisseurs qui le voient comme un outil de protection pour la retraite éventuelle ou l'absence de retraite. Ce n'est pas un trait d'humour. J'ai complètement conscience depuis maintenant pas mal d'années où on s'est beaucoup exporté. On est allé un peu sur tous les continents rencontrer des partenaires et des clients investisseurs en nue propriété. C'est un investissement qui fait beaucoup écho aux inquiétudes des non-résidents qui ne cotisent pas forcément toujours en France et pendant de longues années et qui ont un vrai sujet à la fois d'un train de vie qui peut changer lors du retour en France, mais également aussi d'un souci d'épargne retraite et de sécurité pour la fin de vie. L'acquisition en nue propriété répond vraiment pour le coup là-dessus. C'est un véritable outil de préparation, d'anticipation de la retraite. Important, ça peut être un bien qui effectivement glisse sur plusieurs générations et dans des conditions fiscales optimales. On va y revenir juste après. Là, c'est un petit retour sur la plus-value. Alors, si on prend le graphique qui s'affiche point par point, complètement sur votre gauche, on retrace un petit peu, pour le coup, les différentes strates de l'investissement. On est nu propriétaire, donc on a le bleu marine. Je suis nu propriétaire, donc j'ai un pourcentage du bien sous ma propriété. Je me projette sur 15 ans, je décale un peu plus sur le centre de la slide. Là, je vais aller rechercher ma performance mécanique éventuelle, peut-être aussi une performance de marché. Donc, je me retrouve plein propriétaire. Je décide de vendre mon actif. Très important, je ne suis pas imposé sur la plus-value réalisée, donc ma croissance mécanique, en l'occurrence 126 000 euros. Ça ne va pas rentrer dans l'assiette taxable de ma plus-value. C'est uniquement ce qui va dépasser la valeur de marché et donc la prise de valeur qui est pour le coup extérieur à mon investissement, qui est juste parce que j'ai choisi un bon emplacement et que le marché a été profitable sur la durée. Là, l'administration fiscale va venir dire « Ok, c'est ça qu'on taxe et uniquement ça ». Donc, c'est ça qui constitue l'assiette taxable de ma plus-value. Or, là-dessus, il y a aussi des avantages, c'est-à-dire que l'administration fiscale va venir dire « Ton prix d'acquisition en tant que plein propriétaire peut être augmenté de certains forfaits ». Malgré le fait qu'on était nu propriétaire au départ et qu'on n'a par nature pas réalisé les travaux. On a une augmentation du prix d'acquisition de 15%. C'est forfaitaire, on est en fiscalité. Le forfaitaire veut dire qu'il n'a pas besoin de prouver par quelconque facture ou autre de travaux, donc je peux opter tout de suite pour ce forfait. Pareil pour les frais d'acte, les frais de notaire, 7,5. Donc on vient augmenter notre prix d'acquisition qui fait que, comme ça l'est indiqué… Même si on a acheté en neuf, même si on a acheté en neuf. Effectivement, avec des droits réduits à 2,5. Effectivement, l'administration fiscale admet au moment… Alors, ce graphique-là s'applique lorsque l'on va au bout de ce démembrement-là. L'administration fiscale admet évidemment qu'on réintroduise la valeur de l'usufruit de départ. Donc, la croissance mécanique qu'on a faite, elle rentre dans mon prix de revient. Ça ne devient plus une plus-value, en fait. On considère qu'elle était là dès le départ et que ça m'appartenait. Et ensuite, on va effectivement venir augmenter ce prix de revient, donc comme l'a dit Baptiste, avec le forfait notaire à 7,5, le forfait travaux à 15,5. Et là, dans notre exemple, on a investi 211. In fine, avec le mécanique et avec l'évolution de marché, on a fait finalement une plus-value au bout de 15 ans de 210 000 euros
de capitalisation sur mon investissement de départ, eh ben, c'est 210 000 euros. La plus-value taxable n'est que de 8 500 euros. Donc, cette plus-value taxable de 8 500 euros, elle génère un impôt de plus-value de 1 867 euros. Avec, en plus, on prend en compte les données, les durées, les années de détention et donc les abattements pour durée de détention. Donc, ça, c'est très important et c'est ce qui va nous permettre de réduire la plus-value d'autant. Alors, sur la succession, effectivement, c'est un mécanisme très intéressant pour les investisseurs qui souhaitent transmettre à leurs enfants. Parce qu'en fait, finalement, on peut donner sa nue propriété. La nue propriété que l'on achète, on peut la transmettre à ses enfants tout en se réservant les revenus futurs. Alors, comment ça marche? Alors, on commence d'abord par acheter la nue propriété. Donc, on a un bailleur usufruitier, comme on l'a vu tout à l'heure. Je suis nu propriétaire, on est les parents. Là, on va donner la nue propriété que l'on a acquis à nos enfants. Et on va, comme l'a dit Baptiste tout à l'heure, on va avoir en plus un calcul très intéressant sur la base taxable qui sera forcément réduite. Alors, elle est réduite à double titre. Déjà, la première, c'est que j'ai acheté un appartement, mais j'ai investi qu'en nue propriété, donc je ne déclare pas la valeur totale de cet appartement. Je ne me base que sur effectivement la nue propriété. Et comme l'a indiqué Baptiste, je vais avoir une base taxable qui sera inférieure au prix que j'ai payé. D'où effectivement, finalement, une fiscalité assez douce au moment de cette transmission. Alors, on va transmettre, mais on va se réserver l'usufruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin de la durée du démembrement, eh ben, moi, par an, je redeviens usufruitier. En fait, je me suis réservé l'usufruit. Donc, l'usufruit du bailleur social s'éteint automatiquement. Donc, il y a une extinction de l'usufruit et je deviens, moi, par an, usufruitier de manière automatique. Et tout ça se fait en franchise d'impôt total. En fait, il n'y a pas d'impact fiscal. Donc, les nus propriétaires restent enfants. Et là, on se retrouve dans le schéma, peut-être que vous connaissez classique, du démembrement viager entre parents et enfants. Et malheureusement, au décès, tout ça repart aux enfants, là aussi, à la succession, sans impact fiscal. Donc, on peut se permettre comme ça de donner, en fait, on va profiter de l'avantage fiscal de départ de donner une nue propriété pour, in fine, transmettre progressivement son patrimoine aux enfants, mais tout en se gardant à un moment donné la possibilité de jouir de ses revenus à la retraite. Là, ça fait vraiment écho, si vous voulez, juste pour un dernier mot là-dessus, et ce qui résume la philosophie de l'investissement, ça fait vraiment écho à l'obsession, si vous voulez, de se dire j'achète un actif immobilier de qualité, bref, tout ce qu'on pourra se dire sur l'emplacement qui sécurise l'investissement, la performance, mais j'achète un actif immobilier dans les meilleures conditions. C'est-à-dire aujourd'hui, je n'ai pas de besoin de revenus complémentaires. On l'a évoqué, c'est générateur d'anxiété, de gestion et de fiscalité. Donc, à l'inverse, je capitalise. En revanche, demain, je peux avoir besoin des revenus. Donc, pendant la durée de la nue propriété, c'est idéal pour moi, je n'ai pas de revenus. En revanche, demain, je deviens en besoin de revenus à la retraite, par exemple, ou un petit peu plus âgé, je garde ces revenus-là. Donc, parce que j'ai le bien qui n'est plus en démembrement avec un bien institutionnel et je peux percevoir les loyers. Mais je peux coupler ça avec aussi de l'anticipation successorale dans de bonnes conditions et en plus, comme l'a précisé Nadia, avec une base taxable, ce qui fait des frais de transmission réduits. Donc, je peux vraiment m'en faire un outil sur mesure pour étaler dans le temps, selon les générations, les besoins. Détention, puis ensuite perception des revenus et détention aux générations suivantes. Alors, on a fini la partie présentation sur la nue propriété. On laissera évidemment, on rentrera tout à l'heure avec Romain dans les questions-réponses. Très rapidement, vous parlez un petit peu de l'offre que l'on a aujourd'hui en nue propriété au sein de Catella. Alors, c'est l'offre actuelle, hein, ce n'est pas l'offre passée, c'est vraiment l'offre actuelle avec des projets dont un qui va sortir très prochainement. Alors, on a 3 projets parisiens. Le premier qui se trouve à Paris 19e, rue Petit, où on démarre l'investissement à 345 000 euros. Alors, soyons clairs, c'est aujourd'hui l'investissement assez phare que l'on a à Paris, puisqu'on est, comme vous le voyez sur les chiffres qui sont indiqués, on est sur des prix de marché aujourd'hui, on va dire, très accessibles, en tout cas à Paris, puisqu'on vous l'a montré tout à l'heure, les prix flambent. Et aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver un bien, quel que soit l'arrondissement d'ailleurs, hein, un bien à moins de 11 000 euros. Donc là, on est dans du neuf, on est dans un immeuble neuf. On est sur un démembrement de 15 ans. Là aussi, c'est important parce que vous verrez, hein, j'imagine aujourd'hui, vous allez découvrir la nue propriété, donc vous allez un petit peu surfer sur Internet et voir un petit peu l'offre qu'il y a auprès d'autres acteurs. Vous verrez que cette durée de 15 ans, elle n'est pas toujours évidente. Il y a de plus en plus d'opérations sur 17, 18 ou 20 ans. Donc, c'est assez rare finalement de trouver des opérations à 15 ans, voire moins de 15 ans. Et donc là, on est voilà, sur une opération très prime, un immeuble neuf qui est réalisé par un promoteur prime qui s'appelle Emrich, qui est un partenaire de Catella, avec qui on travaille beaucoup.
Et on a un abattement de 30% sur la valeur. Donc, vous achetez en moyenne à 7 300 € cette nue propriété. Et vous pouvez bénéficier, alors certains appartements ont des parkings. Donc, on a une performance, en tout cas mécanique, qui est près de 43% et de 78,6% projeté si on est toujours avec les 1,5 qu'on vous a montré tout à l'heure de projection sur le marché. Deuxième offre très, très intéressante pour les investisseurs, effectivement, c'est Castagnari dans le 15e arrondissement. Alors, le 15e arrondissement, comme je l'ai montré tout à l'heure, c'est un des arrondissements qui a le plus, dont les prix ont pas mal évolué et qui a vraiment le vent en poupe. Il est prisé à la fois par les familles, parce qu'il y a beaucoup d'espaces verts, il y a beaucoup d'équipements, c'est un arrondissement très agréable, mais aussi il est très, très prisé par les étudiants. Et donc là, on est typiquement dans le thème, c'est-à-dire on est dans un quartier où il y a pas mal de logements d'étudiants qui se sont développés, notamment une résidence neuve qui s'est construite juste à côté de l'immeuble. Donc là, on est dans de l'ancien, on n'est pas dans du neuf. Et on a une opération qui se passe uniquement, principalement sur des logements de type T2. Donc, on a un prix, on va dire, de nue propriété assez accessible puisque ça démarre à un petit peu moins de 300 000 € la nue propriété. Et là, on est sur 14 ans. Alors, pourquoi 14 ans? Parce qu'on a un usufruit qui a déjà démarré sur cette opération. Donc là, c'est intéressant. On a fait un montage où l'usufruit avait démarré. Et on est sur des bases de prix marché à 11 700 € moyens dans cette résidence. En tout cas, là, on a vraiment le produit pur investisseur, très liquide à terme, idéal pour faire du meublé, par exemple, à terme, mais vraiment, là, c'est le pur investissement, on va dire, investisseur, où on va chercher, là, pour le coup, une capitalisation plus de la performance un petit peu plus prononcée. C'est un peu comme la rue Petit dans le 19e. On va vraiment chercher un produit liquide parce qu'il est accessible au départ et on est sur une petite typo, on s'adresse à des étudiants et en locatif, c'est très bien également en fin de période d'usufruit. On parlait vraiment de sécurité et performance. Là, le 15e, c'est vraiment les investisseurs, en tout cas, c'est la remontée qu'ils nous font. C'est clairement le couple parfait entre je sécurise parce que j'achète du Paris Intra sur une petite surface, 38 mètres carrés. Et en plus, je serai performant parce que dans 14 ans, soit je revends, je fais ma culbute et j'ai fait une super opération financière, soit je peux très bien aussi considérer qu'un 38 mètres carrés T2 dans Paris, ça se loue très bien. Et là, j'optimise mon rendement et du coup, j'ai vraiment une performance financière qui est intéressante. Et ça fait le lien avec le Paris 16e en dessous. Alors, la performance sera certaine, mais elle sera surtout certaine, c'est-à-dire qu'on achète de la très belle pierre de taille, Paris 16e, donc aux portes vraiment du village Auteuil. Et là, c'est une opération qui est vraiment d'envergure, puisqu'on a démembré l'intégralité de ce bel immeuble sur des prix qui sont ceux du 16e aussi. Et on se rend compte d'ailleurs maintenant, après quelques semaines de commercialisation, qu'on n'est pas si cher que ça. Et là, on est vraiment on répond aux demandes d'investisseurs qui cherchent avant tout du sécure, du prime, voilà, voire même des pieds-à-terre parfois. On est dans le coffre-fort. Exactement. Coffre-fort et pieds-à-terre de quelques clients non résidents qui nous disent moi, c'est aussi pas bête parfois de ne pas fermer la porte en me disant j'ai investi, puis dans 15 ans, peut-être que moi ou mes enfants ou moi, pourront aller y vivre. Et là, on est sur des biens, si vous voulez, sur des volumes d'investissement. Alors, on a mis à partir de 137 000 € parce qu'il y avait une batterie de studios, mais il y a aussi, et surtout, j'ai envie de dire, des tickets d'investissement à plus 500, 600 000 € parce qu'on est sur des surfaces familiales. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on est dans un quartier avant tout familial. Donc, c'est intéressant aussi de regarder les 3 et 4 pièces. Voilà, ça permet aussi pour vous de voir l'éventail de l'offre, c'est-à-dire qu'on peut partir du neuf dans le 19e, de l'ancien très sécure étudiant dans le 15e et aussi dans Paris dans le 16e, quelque chose de très bourgeois, n'ayant pas peur des mots, il faut qualifier l'actif. Voilà, donc ça permet voilà, il y a un éventail assez large, mais qui répond à des besoins assez larges aussi et complémentaires. Et on a parlé tout à l'heure de la région. Aujourd'hui, la plus grosse performance immobilière, vous l'avez vu tout à l'heure dans les chiffres, c'est en région. Ouais. Alors là, c'est clair qu'il y a un effet Covid aujourd'hui très fort, puisqu'on a vraiment une montée des prix extrêmement forte en région et surtout, évidemment, sur le littoral. Alors, tout le littoral, le sud de la France et évidemment la partie ouest essentiellement. Là, on a 2 nouveaux projets. Donc, un qu'on sort à Hyères, qui est une très belle commune du Var. Le programme s'appelle Onceleyado. On est sur un immeuble neuf avec une très belle architecture, beaucoup d'espace extérieur, des typologies. Alors, on va du studio aux 5 pièces, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc, on a vraiment toute une typologie de logement. On est sur des prix et des tickets d'investissement très abordables, à 5 300 € en neuf, en pleine propriété. Et donc, ce qui nous fait une nue propriété
On a un abattement de 35%, donc une propriété moyenne à 3 472 € du mètre. Donc là, on est vraiment aussi très clairement dans l'actif avec la recherche de performance maximum. À terme, on est dans des zones où le prix de l'immobilier évolue en ce moment de manière… c'est des évolutions autour de 8-9% au niveau du marché. Très demandé la commune de Hyères, commune qualitative qui a une histoire. Donc, en tout cas, n'hésitez pas, si c'est des zones qui vous intéressent, à nous interroger là-dessus. Et la dernière opération, donc on a moins d'informations là-dessus, effectivement. Donc, Côte Ouest, c'est un peu notre chouchou de celle-là, puisqu'on est sur un nouveau produit qu'on vient de monter. Donc, il y a eu de l'ingénierie R&D fiscale, juridique, et donc on est sur un produit nouveau. Alors là, on est complètement dans quelque chose de très différent de ce qu'on a l'habitude de faire. On est dans des villas un peu haut de gamme, meublées, une durée de démembrement de 11 ans. Donc, tout est neuf, tout est livré, avec des piscines individuelles chauffées, mobilier, et on a un exploitant en fait, qui est père à vacances, qui lui va gérer pendant 11 ans ces villas. Alors là, on vous a indiqué un prix TTC, donc on est sur des villas 4 ou 5 chambres, avec un prix moyen de 275 000 € TTC. On est juste derrière la Pinède, à proximité de la mer, dans une zone, les Sables d'Olonne, qui est une commune très prisée, en tout cas aujourd'hui par les Français, parce que c'est une commune où on y vit à l'année, en fait, et en même temps, on aime bien y passer ses vacances ou y passer sa retraite. Donc, ça reste un endroit extrêmement prisé. Vous pouvez aller voir les villas d'Olonne sur Internet, sur le site, que ce soit le site, par exemple, de Pierre et Vacances, ou sur Internet pour voir un petit peu les commentaires, parce que c'est une résidence qui a été ouverte cet été, qui a fait un carton plein, cet été. Donc, elle a été remplie à 98% de taux de remplissage. Et donc, c'est une résidence qui plaît énormément. Et là, on a la possibilité, au fait, de se porter nu propriétaire de ces maisons à ce prix, pour pouvoir récupérer à terme, dans 11 ans, la pleine propriété et pouvoir percevoir des revenus, donc qu'ils soient de Pierre et Vacances ou d'une exploitation touristique par hôtelière, qui seront finalement taxés au régime des BIC. Alors, le BIC, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça permet d'avoir une taxation allégée au fait des revenus, puisqu'on va venir amortir au fait le bien qu'on a acheté, des revenus qu'on perçoit. Donc là, on est vraiment sur un produit très intéressant. Et la cerise sur le gâteau, on ne l'a pas mis sur la slide, c'est que l'acquisition que vous allez faire à 275 000 €, il y a un régime fiscal aujourd'hui qu'on peut travailler et qui va être travaillé là-dessus, c'est qu'on va pouvoir récupérer tout simplement la TVA sur ces maisons. Donc là, on est à près de 45 000 € de TVA que vous allez pouvoir récupérer. En gros, vous allez pouvoir acheter en hors taxe. Donc, ce qui est affiché à 275 000 €, vous allez pouvoir l'acheter à 225 000 €, pour faire simple. Donc, on est vraiment sur 5 opérations là qu'on vient de lancer. Alors, certaines qu'on vient juste à peine de lancer. Une autre, les Sables d'Olonne, qui va être lancée probablement dans les jours à venir, semaine prochaine ou dans 15 jours. Et donc, voilà, n'hésitez pas en tout cas à rentrer en contact avec nous pour qu'on puisse en tout cas vous donner plus d'informations sur ces projets et évidemment répondre à toutes les questions. Et on va peut-être passer à ça, Romain, si tu veux bien, sur toutes les questions qui ont été posées. Voilà, c'est comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude maintenant. On scanne le QR code à la fin et comme ça, on a directement le contact de nos experts. Pour ceux qui ont peut-être leur appareil photo cassé, je ne sais pas, ça peut arriver. Je viens de mettre le lien de ce QR code dans le chat, donc vous pouvez le retrouver assez facilement. On a pas mal de questions. J'ai vu qu'il y a Mehdi qui a levé la main, donc si Mehdi veut poser sa question, je vais lui donner la parole. Et en attendant qu'il active son micro, je vais juste lire une première question. Ah, Mehdi a déjà activé son micro. Allez, on écoute Mehdi. Bonjour Mehdi. Juste une question par rapport au financement. Bonjour Mehdi. Oui, bonjour. Pour les Américains, c'est toujours un peu compliqué en tant que US person. Les banques ne veulent pas trop de nous. Tout ce genre de problème avec le FATCA et tout ce bazar. Est-ce que vous avez une offre combinée, on va dire, où vous faites aussi le financement, ou comment ça se passe pour les Américains, enfin les US personnes? On a effectivement, merci de la question, elle est complètement légitime. On a toujours ce problème effectivement avec les US personnes. Néanmoins, on a aujourd'hui 2 partenariats qui accompagnent les investisseurs et qui, sous 48 heures, sera capable de vous dire s'il sait faire ou pas faire. On n'est pas magicien, néanmoins, on a des professionnels qui nous accompagnent et qui ont embrayé avec nous sur tous nos développements. Sur les US personnes, on a déjà d'expérience. Un des 2 qui nous dit « je ne sais pas faire ». C'est une banque privée française. Elle nous dit « moi, je ne sais pas faire, je n'y arrive pas ». En revanche, on a un courtier qui travaille, lui, comme par nature, en architecture ouverte
et qu'il l'a déjà fait. Alors, là, vous dire que ça fonctionnera à chaque dossier, non, il faut observer, mais on a un interlocuteur dédié qui connaît le sujet et qui rapidement peut dire sur une étude de faisabilité rapidement s'il fait ou pas. En fait, c'est du cas par cas, quoi. C'est-à-dire Ouais. qu'aujourd'hui, on a des acquéreurs qui ont pu se faire financer, en fait. Ouais. Bon, c'est ça. Mhm. Et d'autres, peut-être pas. Mais en tout cas, effectivement, on a des contacts, que ce soit bancaires ou, comme dit Baptiste, on se fait accompagner, en tout cas, par des partenaires pour aller, en tout cas, faciliter très clairement l'accès au crédit sur ces placements. Il faut savoir aussi, en France, c'est une question qu'on nous pose, en tout cas, un investisseur français à Paris Intramuros nous posera la même question de savoir est-ce qu'il est finançable, comment ça se finance. En tout cas, sachez que ça se finance bien par les banques et de mieux en mieux, je dirais même, parce qu'on est sur un actif tangible qui se revalorise, qui est décoté du marché, en tout cas avec cet abattement. Donc, ça fonctionne très bien en tout cas. Mais voilà, si vous voulez être mis en Avec contact, plaisir. n'hésitez pas, vous nous donnez vos coordonnées et on pourra bien sûr vous mettre en contact avec cette personne. Top. Merci Mehdi. Cette question est très importante et c'est vrai que je vois sur pas mal de webinaires ce sujet qui revient. Et si jamais ça peut ne pas passer avec certains contacts, mais ça change tous les jours en fait. Il y a des polices et je pense que comme disait Nadir, le mieux c'est de passer par des brokers et par des gens qui vont aller parler à toutes les banques et tout ça, parce que ça change vraiment tous les jours, quoi. Donc voilà, gros sujet pour se faire financer. Et puis bon, après, je crois que tu en as parlé, mais il y a toujours l'histoire, si jamais vous avez déjà des assets en France, de les nantir. Et ça peut être aussi une solution qui peut fonctionner. Qui garantit la présence d'un usufruitier? Question d'un auditeur anonyme. Alors, très bonne question, effectivement. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail du montage. Au fait, lorsque l'on propose donc tous les biens que vous avez vus, qu'on vous a proposés tout à l'heure, quand on fait le montage, on commence par l'usufruit. En fait, il n'y a pas de nue propriété si on n'a pas d'usufruitier. Vous avez raison de poser la question. Ça se fait dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on démarre par l'usufruitier d'abord, et ensuite, une fois qu'on a structuré juridiquement et financièrement la relation entre le nu propriétaire, en tout cas le futur nu propriétaire, on se met à la place du nu propriétaire, hein, c'est nous qui structurons ce deal et qui faisons tous les actes juridiques. On structure la chose avec l'usufruitier. Le contrat est signé et parfois la vente est faite avec l'usufruitier. Et en ce moment-là, on commercialise et on met en vente cette nue propriété qui est packagée. Vous allez savoir, quand vous allez vous positionner sur une nue propriété, on va vous dire qui est l'usufruitier. Alors, très rapidement sur les opérations qu'on a vues, les usufruitiers généralement, et ça va répondre un petit peu à une autre question qui est posée, Romain, c'est que les usufruitiers, ce sont des bailleurs institutionnels. Aujourd'hui, on travaille en tout cas beaucoup pour l'instant avec des bailleurs institutionnels. Alors, je vais vous donner des noms, vous allez voir, c'est vraiment des très, très, très gros. On travaille avec la Caisse des dépôts. On a des opérations qui sont faites avec la CDC, ce qui est le cas, par exemple, de l'opération à hier que je vous ai montré tout à l'heure. On travaille avec aussi Action Logement. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, Action Logement. Peut-être le 1% patronal, ça va un peu mieux vous parler. C'est le nouveau nom, effectivement, du collecteur 1% patronal qu'on appelait comme ça dans le temps, qui collecte au fait auprès de toutes les entreprises la contribution pour l'effort national au logement. Hein. Et dans toutes les fiches de paye, vous avez une ligne qui s'appelle FNA. Et ben, toutes ces cotisations-là, ça fait un pactole de cotisations qui finit dans un organisme qui s'appelle Action Logement. Et cet organisme Action Logement, sa mission, c'est de loger les Français, les travailleurs, justement, les fonctionnaires. Et donc, ils investissent dans des bailleurs sociaux, des bailleurs institutionnels. Donc, ils apportent ces fonds et ils ont donc des filiales logement. Et c'est ces filiales-là qui vont devenir usufruitières de nos immeubles. Donc, c'est vraiment des gros acteurs en général, ou alors ça peut être aussi des foncières privées, puisqu'aujourd'hui, on travaille, on l'a montré avec les Sables d'Olonne. Les Sables d'Olonne, c'est simple. On va avoir un promoteur qui réalise cette opération qui s'appelle le groupe Réalité, qui est un promoteur très important aujourd'hui de l'ouest de la France et qui se développe énormément aujourd'hui, qui a des reins très solides. Typiquement sur cette opération, c'est l'opérateur de départ qui reste usufruitier. Donc voilà, on n'a pas d'usufruitier personne physique, jamais. On est vraiment sur des usufruitiers qui sont des acteurs assez importants, en tout cas de la location et de la gestion, parce qu'aujourd'hui, c'est des professionnels de l'immobilier, parce que vous l'aurez compris, quand j'investis, donc je vais
tout jeter, tous mes risques, je vais les donner à l'usufruitier. Donc, il faut qu'on ait un usufruitier qui soit capable de gérer, d'entretenir les biens, de payer les taxes, etc. etc. Donc, il faut qu'il ait les reins solides, il faut qu'il ait cette connaissance, cette expérience immobilière de la gestion. C'est très important pour nous. En tout cas, nous, on le sélectionne et on travaille avec eux main dans la main. Voilà, c'est vraiment des partenaires de Catella également. Si jamais il y a des questions sur Facebook, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je les vois aussi. On a… Pardon ? La cession de la NUPRO implique-t-elle l'accord de l'usufruitier ? Aucunement. Hein. Je ne l'ai pas assez précisé tout à l'heure. J'ai dit effectivement, j'ai pris le soin de faire un petit aparté en disant on peut revendre à tout moment sans l'accord de l'usufruitier. Si vous voulez, vous êtes le seul le propriétaire, c'est le nu propriétaire. Donc, vous pouvez revendre à tout moment. Ça ne regarde en rien l'usufruitier. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir son accord. Ça, c'était la question de Kevin. Hein. Oui, tout à fait. On a Noé qui avait une question. On va l'écouter. Bonjour. Moi, Bonjour. Je suis au Canada et j'ai vu que j'avais une taxe de départ le jour où je rentrerai en France. Et donc, je voulais voir quelle serait est-ce que ça serait compté dedans je crois que le Canada, pour lui, la nue propriété, et c'est pas un concept fiscal qui soit très logique chez eux. A priori, donc il prendra en compte 100% de la valeur du bien. Et je me demandais si vous aviez déjà travaillé là-dessus, si vous aviez des idées. Alors non, sur le concept de taxe, effectivement, sur le patrimoine acquis pendant votre expatriation, je ne suis pas professionnel de cela, mais en revanche, on a des gens autour de nous, notaires et fiscalistes internationaux, c'est assez spécialistes du DIP, du droit international privé, donc qui sauraient complètement le traiter facilement. Donc si jamais vous vouliez avancer avec nous là-dessus, on saurait environner le sujet. Mais par principe, c'est un actif qui ne génère pas de revenus, donc à voir s'il n'y a pas des exceptions là-dessus. Parce que vous êtes au Canada, vous êtes à Québec ou Oui, Montréal. Montréal. Il me semble que Montréal, au contraire, justement, a une appréhension plus aisée, en tout cas, que des pays purement Commonwealth sur la dimension détention en nue propriété sans la jouissance. Oui. Okay. Et ça, à la limite, si on peut creuser ensemble. Exactement, on aura, je pense, votre adresse email et on pourra poser la question, nous, à nos conseils, pour vous apporter une réponse précise, parce qu'effectivement, on ne maîtrise pas forcément ce côté fiscal précis là, que vous citez, mais on peut essayer de se renseigner pour vous apporter une réponse assez claire sur le sujet. Oui, merci Noé pour cette question. On a reçu pas mal de questions avant le webinaire et Nadir et Baptiste ont vraiment pris le temps de répondre à chacune des personnes. Et quand ils n'avaient pas la réponse tout de suite, parce qu'il y a quand même beaucoup de pays, ils ont à chaque fois essayé de voir avec un expert local ou un notaire. Donc, n'hésitez vraiment pas à le faire parce qu'ils vous répondront avec plaisir. Patrick, salut Patrick, merci pour ta question. Il nous demande qu'est-ce qui se passe. Bon, c'est des bailleurs sociaux, donc apparemment ça devrait aller. Mais qu'est-ce qui se passe si, par exemple, le locataire décide de rester dans l'appartement après 15 ans? Est-ce qu'on peut l'évacuer facilement? Alors, effectivement, très bonne question. Alors, il faut savoir que quand on réalise des démembrements, donc avec des bailleurs, comme je l'ai indiqué, des bailleurs institutionnels, alors soit des bailleurs sociaux ou ce qu'on appelle du logement en secteur, logement intermédiaire, on applique un texte au fait de loi qui est prévu dans le Code de la construction et de l'habitat, le CCH, et au fait, dans les conditions de démembrement, comme dans les baux qu'ils ont signés avec des locataires, on va décrire comment va se passer la fin. Et cette fin-là, elle est décrite. Ce qui est bien, c'est qu'elle est décrite dans les textes de loi. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que chacun peut se référer au texte qui est rappelé partout, finalement, qui est rappelé à la fois dans les actes et dans les baux, pour savoir comment ça va se passer à la fin. Alors, c'est assez simple, au fait. Ce qui se passe à la fin va dépendre du souhait de l'investisseur nu propriétaire. C'est-à-dire, si moi, nu propriétaire, je souhaite, je peux vendre, je peux louer, je peux occuper mon bien. Donc, j'ai ces 3 choix. Et ces 3 choix-là, je vais finalement les manifester à la fin. 6 mois ou 1 an avant, je vais devoir me déclarer et dire, voilà, je veux l'occuper, je veux le vendre, je veux le louer. Et le locataire, au fait, il va avoir plusieurs options selon les 3 options qu'on va lui soumettre. Si je veux vendre, il faut savoir que le locataire peut se positionner sur l'acquisition du bien. Donc, on va lui faire une offre de vente, qui est l'offre de vente marché, et il aura un droit de préférence pour acheter le bien. Si je veux louer, pareil, idem, on prévoit un droit de préférence au locataire qui est déjà en place
vont dire, voilà, moi, je reprends mon bien, je veux le louer. Tenez, je vous envoie le bail, les conditions du bail, etc. Est-ce que vous voulez prendre la suite, continuer à louer le bien? Donc, ça, c'est la deuxième possibilité. Et vous avez ensuite la troisième possibilité qui est de dire, moi, je veux le récupérer vite puisque je vais l'habiter. Le locataire, il a deux situations. Le premier, c'est celui qui est sous les conditions de ressources. Donc, il y a un niveau de revenu, on va dire, sur lequel on va juger la situation du locataire. Ça, c'est dans les textes. Si cette personne-là, elle est toujours éligible, par exemple, à un logement pour fonctionnaire, un logement pour une personne d'Action Logement, à ce moment-là, il va bénéficier d'un relogement par l'usufruitier. En fait, l'usufruitier sera obligé de lui faire des offres de relogement. Donc ça, c'est très important parce que dans la location classique bail 89 en France, vous n'avez pas ça. Vous n'avez jamais personne qui va proposer à votre locataire une possibilité de relogement. Là, on a cette possibilité à terme et qui est vraiment bienvenue. Et ensuite, vous avez le locataire qui, lui, est au-dessus des plafonds de ressources et à ce moment-là, il doit quitter le logement. Donc, le texte est assez clair là-dessus. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller chercher, si vous voulez, une résiliation de bail. En fait, on est sur un bail particulier qu'on appelle usufruit locatif et qui s'éteint automatiquement en même temps que la fin de l'usufruit. Donc ça, c'est quand on est avec ces montages, on va dire ces bailleurs usufruitiers, parce que le bailleur usufruitier, lui, il va appliquer des niveaux de loyer qui sont plus faibles que le marché. Donc nous, quand on va récupérer la nue propriété, on n'est pas tenu d'appliquer ces loyers-là. On va appliquer des loyers de marché. Donc, d'où cette importance, au fait, à la fin, de clarifier la situation et d'avoir des sorties vraiment très, très bien décrites et bien précises. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a eu un certain nombre d'opérations qui sont sorties, puisque c'est un système qui existe déjà depuis à peu près 20 ans, et ça s'est toujours bien passé. Il n'y a jamais eu de difficultés particulières, et c'est très, très rare. Pourquoi? Parce qu'on a un bailleur qui est là pour accompagner. Nous, on est là aussi pour apporter des services pour les nus propriétaires. Donc, on va mettre en place, dans les années à venir, on va mettre en place des services d'accompagnement pour les investisseurs. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très important. Il faut savoir que les bailleurs, aujourd'hui, sont très rompus sur ce type d'exercice. Parfait. Dans les 3 questions qui nous restent, est-ce qu'il y avait des points sur lesquels on n'avait pas répondu? Je pense la question de Françoise est pas mal. Oui, tout à fait. Effectivement, alors merci pour votre question. C'est une question qui nous revient souvent. Au contraire, c'est quelque chose. Je vais juste la lire pour tout le monde. Est-il conseillé de s'engager sur un investissement en nue propriété à 75 ans et de l'intégrer dans sa succession? Question de Françoise. C'est un effet d'aubaine parce que ça permet, dans cette hypothèse-là, alors majoritairement, d'acheter un investissement en fonds propres avec du cash et de convertir, si vous voulez, la valeur du cash investi sur une assiette de taxation et du coup de taxation pour l'anticipation successorale beaucoup plus faible que la valeur de l'actif acheté. Un exemple tout bête, un actif vaut 300 000 €, vous l'achetez en nue propriété 200, vous allez le transmettre pour une valeur de 150, schématiquement. On rentre dans les détails plus au-delà de ça, mais j'achète quelque chose qui vaut 300, je le paye 200, je le transmets sur une valeur de 100. Donc, ça permet de transformer du cash sur un actif qui a une valeur largement supérieure à l'assiette des droits dont on va s'acquitter. Donc, il y a beaucoup d'investisseurs, notamment en cash, qui ont un âge assez avancé, 55, 60, voire beaucoup plus, et qui le font dans une pure logique successorale. Et la logique que Nadir a bien détaillée tout à l'heure, de se garder l'usufruit, peut dans ce cas complètement se transformer en reste à vivre, en se disant peut-être qu'à 85, 90 ans, ça peut être intéressant pour moi d'avoir un actif en tant qu'usufruitier, donc déjà transmis, mais qui va me générer une rente régulière, viagère, du coup jusqu'à l'extinction de la vie du usufruitier, mais qui peut me permettre d'assurer pour le coup le paiement soit d'une maison spécialisée ou autre. Donc, ça a vraiment une logique aussi d'anticipation successorale et à la fois de sécurisation de revenus pour les vieux jours. Mais pour préciser aussi la réponse, je pense peut-être la question sous-jacente derrière de Françoise, c'est que la base taxable ne dépend pas de son âge, puisque effectivement, quand on est sur un démembrement familial, donc un démembrement viager, plus on avance dans l'âge et plus la base taxable de la nue propriété qu'on transmet aux enfants augmente. Donc, il y a un moment donné, effectivement, ça devient plus très intéressant de le faire et on se fait un peu matraquer fiscalement. Il se trouve que là, dans nos démembrements à nous, on est sur des démembrements avec des usufruitiers qui sont des sociétés, et à durée déterminée, la base taxable qu'on a indiquée de 54%, elle est valable que j'ai 20 ans, 50 ans, 80 ans, 95 ans. Donc, je vais, même à un âge très avancé, pouvoir effectivement transmettre. C'est une façon, si vous voulez, de faire
un upside dans la transmission en achetant de la nue propriété et en la donnant l'année d'après, quoi, hein. Quasiment immédiatement après, on peut donner cette nue propriété et on sera taxé de la même manière que si on avait 20 ans de moins, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment très, très important de le noter, effectivement, et c'est une très bonne question. Je crois que les 2 autres questions, on avait répondu déjà. On a largement dépassé le temps qu'on s'était donné. On va laisser les gens continuer leur journée. Alors, bon appétit aux New-Yorkais et aux Québécois. Et bonne soirée à nos amis sur Londres. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, pour un autre webinaire d'experts. Et puis, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez tout simplement cliquer dans le lien du chat pour le formulaire contact de Catella Patrimoine. Nadir, merci pour ces informations. Baptiste, merci beaucoup pour ces informations. Votre présentation était très claire pour un sujet qui n'est pas toujours évident. Un peu technique. Bonne soirée à vous deux et à bientôt sur French Morning Media Group. Merci tout le monde. Merci Salut Romain. à tous. Merci, au revoir. Au revoir.